Bonjour, bonsoir. On continue notre cours de pharmacodynamie. Cette dernière partie, elle est complémentaire à ce qu'on a déjà vu. Mais juste pour rappeler, la pharmacodynamie, on parlait de l'interaction du médicament avec le corps humain et qu'est-ce qu'il engendrait. Donc les notions de activité pharmacologique, action pharmacologique, désolé, effet pharmacologique et effet thérapeutique étaient très importantes à comprendre afin d'être capable de comprendre que veut dire la pharmacodynamique. Nous avions vu les courbes de dose à effet. Et à partir de cette courbe, on déterminait des caractéristiques très importantes de chaque médicament, notamment l'effet maximal, la CE50. Et ces notions nous permettaient de comparer la puissance et l'efficacité d'un médicament. Donc ça, c'est un rappel de ce qu'on a déjà vu. Et bien sûr, un médicament, il peut agir presque n'importe où. Il a besoin d'un récepteur. Donc on parle d'un ligand, c'est une molécule qui se fixe quelque part. Et ce ligand, il doit avoir une bonne affinité et une bonne sélectivité pour avoir un bon médicament qui ne donne pas beaucoup d'effets secondaires. Maintenant, les éléments de réceptologie. Donc l'interaction avec médicament et récepteur, bien sûr, elle doit être spécifique le plus possible. Ça veut dire que le ligand peut se fixer en fonction de la configuration spatiale du récepteur, donc il n'y a qu'une seule fixation possible. Elle doit être bien sûr réversible, parce que le médicament il doit être capable de disparaître après un certain temps, et il doit être saturable. La liaison est saturable dans la plupart des cas, parce qu'une molécule ne peut fixer que le nombre de récepteurs qu'elle a. C'est pour cela qu'on va parler ici d'une notion d'affinité. C'est la capacité de reconnaître ce ligand et la notion de sélectivité. C'est la capacité de choisir, désolé, voilà, l'affinité, c'est la capacité de reconnaître ce ligand et la sélectivité, c'est la capacité de ligand de se fixer seulement à ce récepteur et non pas à un autre. Parce que vous vous rappelez très bien qu'il n'y a pas de sélectivité absolue en pharmacologie. N'importe quelle molécule, elle peut aller se fixer ailleurs. Mais nous, on veut la sélectivité la plus élevée possible. Donc les récepteurs des médicaments, comme on a dit, les récepteurs normalement, des médiateurs, désolé, donc ça peut être soit une substance endogène du corps humain, notamment les hormones, les enzymes ou autre chose, ou bien autre chose, notamment un médicament qu'on injecte. Et le récepteur, il peut être n'importe quel type. Le récepteur, donc soit une protéine, enzyme, pompe à protons, n'importe quoi. Et ce récepteur, il doit être capable de faire une liaison avec le médiateur, avec le ligand, autrement dit. Donc regardez, le médiateur, c'est la clé, et le récepteur, c'est la serrure. Et il doit y avoir une reconnaissance spécifique, plus ou moins, la sélectivité. Donc récepteurs des médiateurs, les principaux groupes, on parle soit des récepteurs à activité ionique, à activité canal ionique, on parle de récepteurs à activité enzymatique, couplés à une enzyme, tyrosine, kinase, n'importe quel type, et les récepteurs couplés à des protéines G, la voie de PKA, PKC, vous vous rappelez. Et ensuite, nous avons des récepteurs cytosoliques ou bien nucléaires. Donc, en fonction du récepteur choisi, on peut voir le temps d'action. Cana ionique, il agit immédiatement, millisecondes comme vous remarquez. Le récepteur enzymatique, minutes, etc. Donc là, on va parler d'une notion très importante, l'agonisme et l'antagonisme. Donc nous avions vu qu'un médicament, lorsqu'il se fixe, l'interaction, son action pharmacologique est soit de stimuler ou bien inhiber. Donc lorsqu'il stimule, on parle d'un agoniste, donc autrement dit, c'est un analogue d'un médiateur chimique endogène capable de provoquer une activité intrinsèque. Donc il provoque la même activité intrinsèque que le médiateur endogène, comme les bêta-2 mimétiques. Les bêta-2 mimétiques, c'est un médicament qu'on injecte qui va exercer le même rôle que le système sympathique, pour stimuler. Donc c'est un agoniste. C'est comme s'il faisait le même effet. Donc lorsqu'il y a une reconnaissance, action pharmacologique, c'est il stimule, effet pharmacologique, c'est l'augmentation des caractéristiques du système sympathique. Et dans le cas inverse, on va parler de l'antagonisme. L'antagonisme, c'est lorsqu'un médicament, il va inhiber ce récepteur et cette cellule ou bien cette structure, etc. Donc l'antagoniste, c'est un analogue d'un médiateur chimique endogène incapable de provoquer une activité intrinsèque. Ça veut dire qu'il arrête l'activité de la cellule après interaction. Il ne possède pas d'action propre. Son effet pharmacologique est le résultat à une opposition du médiateur chimique. C'est pour cela qu'on l'appelle anti-agoniste, antagoniste, parce qu'il s'oppose au médiateur chimique endogène. C'est pour cela qu'on l'appelle antagoniste. Donc son action pharmacologique, c'est l'inhibition de l'activité endogène. C'est bon? C'est bon jusque-là? Oui.
Donc voilà. Dans les agonistes, on distingue les agonistes entiers ou purs, ou bien les agonistes partiels. Vous vous rappelez de ça? Donc voilà un rappel de la relation le courbe dose-effet. Vous avez vu, la courbe qui est en trait continu, l'agoniste entier. Et ces deux courbes en dessous sont les agonistes partiels parce qu'ils ne sont pas capables d'atteindre l'effet maximal du médiateur endogène. Voilà l'agonisme. Donc regardez ici l'agoniste entier, l'agoniste partiel et l'agoniste partiel inefficace parce qu'il atteint même des pourcentages plus bas. Mais regardez, j'ai une question pour vous demander. Et qui est le plus puissant entre ces trois courbes? هو اللي هو يوصل 50 الاول هو الاولاني. Donc nous بلاش allons بلاش لا prendre. لا 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 بلاش Qui est le plus puissant? Donc je vous laisse الاولى ces trois courbes, regardez et dites-moi à votre avis qui sera le plus puissant. هي هذيك هو المنقطة الصغيرة الاخراني agonist كاع partiel inefficace. L'agoniste partiel inefficace. Donc voyons. Donc la démarche à suivre, c'est quoi? Nous allons chercher les CE50. Donc ici, on prend la ligne complète de l'agoniste partiel inefficace, on fait la moitié et on trace. Donc à peu près c'est ici, n'est-ce pas? Vous regardez la souris. Il y a l'agoniste partiel. حتى راه صغير عندك مبروكي. مبروك صافي. Oui. Donc c'est l'agoniste partiel inefficace parce que c'est lui qui atteint le premier la CE50. C'est lui qui atteint le premier. Donc il est le plus puissant. Mais il est le moins efficace. C'est pour cela qu'on dit qu'il est inefficace. L'antagoniste, il s'oppose à l'activité, donc il la rend nulle, 0%. Donc voilà, l'antagonisme compétitif, donc on a fait la différence entre l'antagoniste compétitif ou bien non compétitif. Regardez ici, l'antagoniste compétitif, pour qu'il atteigne son pourcentage maximal, lorsqu'on augmente la dose du médiateur endogène, on doit augmenter la dose du médicament lui aussi. Parce qu'il est compétitif, donc il va lui diminuer son activité. Mais par contre, l'antagonisme non compétitif, il va immédiatement diminuer l'activité. Donc regardez ici, l'effet endogène. Mais le moment où on ajoute un antagoniste non compétitif, l'effet maximal n'est plus 100%. Parce que le moment où l'antagoniste il se fixe dans un site de fixation opposé et il inhibe la cellule, l'agoniste devient inutile. Entre parenthèses. Donc le médiateur endogène devient inutile. C'est bon? Donc vous avez compris cette notion d'antagonisme? Non? قلت لك Donc voilà, très bien. Donc vous avez compris cette notion d'antagonisme non compétitif et compétitif, la nuance, la différence entre les deux. Comment ça fait varier? Parce que l'antagoniste compétitif, il va faire compétition avec les médiateurs endogènes normaux. Si le médiateur endogène il se fixe, il va stimuler la cellule. Si l'antagoniste se fixe, il va inhiber. Mais l'antagoniste non compétitif, si il se fixe, il inhibe la cellule. Peu importe si le médiateur endogène il est là ou pas. Voilà. Ensuite, on parle de certaines notions très très importantes. La synergie. C'est quoi la synergie? Donc là, on va parler d'une nouvelle notion, les interactions médicamenteuses entre un médicament A et un médicament B. Vous devez savoir que pas toujours. Vous devez vous dire, si on prend 1 gramme de paracétamol et 1 gramme d'un autre AINS, ce n'est pas toujours la même chose que si on a pris 2 grammes de paracétamol. Parfois, l'effet combiné des deux médicaments différents, il peut être supérieur au double d'un médicament. Donc c'est comme si l'interaction entre les médicaments A et le médicament B, il augmentait leur potence, il augmentait leur effet. Donc synergie, on parle additive lorsque le résultat est égal à la somme des effets. Donc c'est la même chose lorsqu'il est fixe, elle est additive, mais elle est potentialisatrice lorsque l'effet total est supérieur à l'effet unitaire de chacun. Donc lorsqu'on prend les deux médicaments à la fois, l'effet total il est encore plus amplifié. Et bien sûr, l'inverse est aussi possible. Bon, l'inverse, mais l'inverse lui aussi est possible. Ensuite, nous avons vu la notion dose-effet. La courbe dose-effet très importante, vous vous rappelez des notions très importantes. L'effet maximal, la CE50, DE50, l'effet maximal 50%. La courbe log dose-effet. C'est la courbe qu'on utilise, vous vous rappelez au début, on avait vu. Initialement, nous avions une courbe normale, mais on l'a rapportée à une échelle logarithmique pour qu'elle soit plus facile à interpréter. Laissez-moi juste la trouver. Regardez ici. Ici, c'est la courbe dose-réponse normale, mais ici, à l'échelle logarithmique pour faciliter l'interprétation. C'est bon? واش مبلوك عندي انا
لا لا بلوكي عندك يا محمد. ما بلوكيش. بلاتي واش دابا داير الشام ولا شنو؟ لا دير شي. البارامتر دو كونتيفيكاسيون كيبان لك دو كورب. بلاتي كيبان لي غير نوسيون دو دونس ديك اللي كنقول. Voilà. Comme on a dit, on interprète la courbe. Donc regardez ici. Nous avons ici la zone de relation linéaire dose-réponse, la dose seuil, où on a l'apparition de l'effet, et la dose à partir de l'effet maximal est atteint. On parle de ces deux notions, c'est 16%, 84%. C'est là où on parle de zone relation linéaire dose-réponse. Bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais ce sont des notions pour interpréter la courbe. Donc voici un petit exercice, bien sûr. Chauffe. ديك لا دوز ديما ولا دوز ابارتي دو لاكيل ليفي ماكسيموم. Maximal est atteint. On considère l'effet maximal est atteint lorsqu'on est à 84% et plus. Parce que 100%, là, on ne l'atteindra jamais. Là, nous sommes dans une... comme regarde ici. Elle tend, elle converge, mais elle n'atteint pas 100%. Donc on considère l'effet maximal plus de 84%. صافي فهمت. بحال l'élimination. Est-ce qu'on considère le médicament lorsqu'il est éliminé à 100%? Oui ou non? لا حيت 100%, l'élimination à 100%, on l'atteindra jamais, entre guillemets. ما يمكن. حيت خاصك دير تي ان دومي. راه ايماجين افيك واحد هذاك الوان 1% اللي بقى تي ان دومي غيبقى دومي بورسون. تي ان دومي غيبقى لك ان كار دو بورسون. سي بور سولا اون ne se base pas sur 100%. On choisit des valeurs plus زعما. فهمت. Très bien. Voilà, donc voici un petit exercice. Dans ces deux courbes, quel est le médicament le plus efficace? ما تقوليش le puissant. Qui est le plus efficace? الخضر الخضر. Qui est le plus puissant? الخضر قال لي. الخضر. Très bien. Donc voilà, بجوج me sont les plus الخضر هو puissants. Désolé. Voilà. Donc là, ce sont les deux plus puissants. الخضر احسن منهم بجوج. Donc la puissance كما قلنا, on se base sur la CE50, la moitié de l'effet maximal, et l'efficacité c'est l'effet maximal pour dire qui est le plus efficace. Regardez l'interaction médicamenteuse. Donc comme on a dit, on mesure l'effet pharmacologique pour des doses croissantes, on a déjà vu. Donc là c'est juste on répète et on détermine la zone thérapeutique. La zone thérapeutique c'est elle se trouve entre la dose minimale où le médicament est efficace et la dose maximale tolérée. Vous vous rappelez de ça? Et nous, en pharmacologie, on essaye de rester le plus maximum dans cette fenêtre thérapeutique. Elle peut être soit large, donc c'est pas grave, on peut prendre des doses n'importe comment, entre guillemets. Mais s'il est étroite, il faut faire très attention. C'est bon? بلاتي باش خليها ياسين بلاتي. Donc voilà, elle représente la différence entre la concentration efficace et la concentration toxique, donc le minimum et le maximum. Donc la détermination des médicaments à marge, soit thérapeutique large ou bien étroite. Étroite, donc on fait faire attention. Donc le principe actif dans la concentration minimale toxique est proche de la concentration minimale efficace lorsqu'il est étroit. C'est bon? شنو ديك الاخرانيه برانسيب اكتيف؟ La marge thérapeutique étroite, ça veut dire lorsque les deux courbes, les deux lignes verticales qu'on remarque ici, horizontales, désolé, elles sont proches d'entre elles. Ça veut dire que la concentration minimale toxique est proche de la minimale efficace. C'est bon? Le principe actif. Voilà. Notion d'agoniste et d'antagoniste. Bon, je vais pas m'attarder beaucoup parce qu'on a vu ça plusieurs fois. Donc elle peut soit stimuler ou bien bloquer. Donc on parle de réceptologie. Désolé. Et là c'est une nouvelle notion de réceptologie comme on a dit. Imaginez avec moi. Je vais vous donner un énoncé. Donc vous avez une cellule X. Et là le récepteur A. Le récepteur A. Et nous avions donné un antagoniste. Un antagoniste qui va se... Un antagoniste, ça fait. Un antagoniste non compétitif qui va se fixer autre part. Donc, à votre avis, si cet antagoniste se fixe sur cette cellule, qu'est-ce qui va se passer? Et la molécule qui va se fixer ici. Donc, est-ce que cette molécule va être efficace? Non. Non. Donc, la cellule, elle a besoin de cette molécule. Qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? تلوح هذاك الانهبيتور. الانهبيتور تفيكسيو. Pardon? اللي غادي تلوح داك الانهبيتور غادي تفيكسيو. لا ولا لا تنقص cellule. تنقص داك الريسبتور ديال الانهبيتور. Bon, لونتاغونيست. تنقص le récepteur de l'inhibiteur, c'est un peu beaucoup. Vous demandez beaucoup. Qui est plus raisonnable? جيت من حيت la cellule هو تفيكسي بزاف هذاك. la cellule n'est pas très intelligente.
elle ne connaît que j'ai besoin de cette molécule. Donc qu'est-ce qu'elle va essayer de عندك- faire? غنديرو بحال لو فيغ كما كنا درنا في الفيغ في البيوشيمي، Rotation des غتبقى تزيد récepteurs. من الريسبتور تزيد من لافينيتي ديالها Très bien. Donc on aura une augmentation de l'expression du récepteur de la molécule endogène. Donc c'est ça la notion de upregulation, la réceptologie. Les récepteurs augmentent parce qu'on a donné un traitement, donc c'est très très important. Les récepteurs augmentent. والداون ريجوليشن شي حاجه Down regulation, c'est D'accord. l'inverse. Lorsqu'on donne un L'inverse. médicament agoniste, درناه هنا في الانيبيتور. la down regulation ماشي في l'inhibiteur, c'est le up regulation اللي كاينه في l'inhibiteur. وحنا بغينا نديرها في الانيبيتور خطا. Pardon. Ah là, le down regulation في l'inhibiteur, c'est pas vraiment possible. La cellule, elle ne connaît pas qu'il y a un médicament qui l'inhibe. Elle connaît qu'elle a besoin de la molécule endogène. Si elle connaissait qu'il y a un médicament qui l'inhibe, elle va diminuer le récepteur. C'est possible, si elle le connaît. Mais ce qui est plus réaliste, c'est qu'on parle de récepteur de la molécule endogène. Parce que c'est là où on agit. Et le médicament antagoniste, à la fin, il agit de la même manière que la molécule endogène. Mais il nullifie l'effet. Donc la cellule, elle connaît que la molécule endogène, elle lui manque. Donc elle va augmenter les récepteurs. C'est plus réaliste de parler d'une augmentation des récepteurs au lieu d'une diminution des récepteurs de l'inhibiteur. فهمت يا ياسين؟ يس. Donc voilà. Down regulation, c'est la diminution des nombres de récepteurs, et up regulation, c'est une amplification. Donc on a vu les deux phénomènes. Ils peuvent être dus à des entités différentes. Soit nous avons les agonistes beaucoup, donc la cellule elle devient résistante, ou bien nous avons les antagonistes et la cellule elle est en carence. Donc elle a besoin de cette molécule, donc elle augmente le récepteur. Donc voilà l'exemple. Regardez ici. Diminution de la concentration en agoniste, elle induit que le récepteur il va être internalisé et recyclé, et ensuite il va être synthétisé encore une fois. Donc là on a diminué la concentration en agoniste et le récepteur, bon, les sensibilisants par phosphate. Ouais, non. Bon, cellule effectrice. Là, c'est l'inverse. Bon, c'est juste un schéma qui est censé vous montrer la down regulation. Donc la cellule est capable de dégrader son récepteur, tout simplement, dans le cas où il y a beaucoup de stimulation. Donc les conséquences, bien sûr, c'est très très important. La conséquence, comme on a vu, ça peut induire une inefficacité pharmacologique. Ça veut dire que le médicament, il devient inefficace et on devient forcé à augmenter la dose. Donc regardez, ici le premier phénomène, c'est la désensibilisation suite à un usage répété. Donc il y a une diminution de la réponse au fur et à mesure, notamment lors des bêta-mimétiques, lors des dérivés nitrés, lors de la morphine, etc. Un autre phénomène qui peut se produire, c'est un phénomène de rebond suite à un arrêt brutal. Non? شنو قلتي فيها هذه ما سمعتكش؟ Donc on a dit la désensibilisation, c'est la résistance de la cellule parce qu'elle a été stimulée beaucoup par la molécule endogène, les bêta-mimétiques, etc. Et c'est pour cela les récepteurs ils diminuent, donc elle devient résistante. C'est pour cela la réponse elle diminue. C'est bon? بحال Down فاش كان regulation. علاش كتبين كتنقص داك النومبر ديال الريسبتور، ومشى ديك الدوز كتولي انيفيكاس، وانت خاصك تزيد. هادشي اللي كاين. انا كاتب لك diminution de réponse. وي شنو قلت يا محمد؟ هذيك بيتا ميميتيك انال مالو؟ واش لي ريسبتور ماشي ريسبتور نو لي بيتا ميميتيك انالي. دواء قسمها لي شنو كتسمع؟ سي ان ميديكامون، سي الفونتولين، سي لا فونتولين. Les bêta-mimétiques inhalés, c'est la ventoline, par exemple, le terme qui a été vulgarisé. Donc, انت كتاخد ventoline, كتاخد واحد النهار ما يبقاش efficace. Parce que les récepteurs n'existent plus. C'est bon? ولكن يمكن شي صاحبي شنو هو داك اللي كيديروا فونطولين شنو كيديروا لهم؟ ما نعرف اخويا. المهم كيبدلوا ils prennent un nouveau médicament chaque fois, ils ne prennent pas toujours le même médicament. انت كاع كتسمع كياخذوا فونطولين الله اعلم. لا راه فيه لي دوز كاينين دوز هما اصلا كاينين جوج رشاشات ماشي وحده. Ensuite, nous avons le phénomène de rebond. Suite à un arrêt brutal, on remarque
il y a une upregulation. Donc le moment où l'individu il arrête de prendre le médicament, l'activité cellulaire ou bien les récepteurs augmentent et donc on a une hyper, par exemple, compensatrice. Une hyperactivité compensatrice. Notamment dans le cas des bêta-bloquants. Parce qu'on arrête, donc la cellule elle devient très active parce qu'elle a beaucoup de récepteurs, etc. Et finalement, le phénomène de tolérance, c'est à peu près la même chose que désensibilisation. Donc dans le cas de l'augmentation, donc dans ce cas, c'est la même chose que désensibilisation. Donc pour avoir le même effet, on est forcé d'augmenter la dose. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention si on utilise des médicaments du système nerveux. Parce que ça peut induire la pharmacodépendance. Dans le cas des opioïdes, des PZD, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et les barbituriques. C'est bon? دابا هنا واش زعما كيقول لك انك غتطلع دوز بزاف باش غتوصل واحد ليفي اللي كنتي عادي كتاخذ دوز عاديه. كنتي تاخذ 10 ملغ عندك 10 ريسبتور ولاو عندك 9 ريسبتور. Pour avoir le même effet خصك تاخذ دابا 15 ملغ. Donc والفينومين دو روبون le phénomène de rebond, un antagoniste, l'antagoniste ça induit une upregulation. Donc avec plus de récepteurs, mais l'antagoniste est toujours là. Le moment où tu élimines l'antagoniste, la molécule endogène, elle va stimuler la cellule en excès. Le phénomène de rebond. فهمت. Elle a beaucoup de récepteurs, mais elle est inactive. Et le moment où tu élimines le médicament, l'endogène, il va être très actif. Voilà les exemples. Faites très attention, voilà, conduite à tenir, qui peuvent induire une pharmacodépendance, notamment les médicaments de psychotropes, donc par exemple le barbiturique, phénobarbital, primidone, ça peut induire un syndrome de sévrage. Alors, est-ce que vous connaissez c'est quoi le syndrome de sévrage? Le syndrome de sévrage. Est-ce que vous connaissez c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Une menace a été détectée. Jamais, vous n'avez jamais entendu ce terme? sévère. Il est sévère. Non, il n'est pas sévère. Il peut être sévère, mais arrêtez, très bien, syndrome de sévrage. Donc imaginez avec moi, vous avez quelqu'un qui est dépendant de la cigarette. Il fume 30 cigarettes par jour, 2 paquets. Deux paquets. Et un jour, vous lui forcez à arrêter de fumer. Est-ce qu'il va être dans un bon état? Non. Non. C'est ça le syndrome de sévrage. Le syndrome de sévrage, c'est l'état altéré où cet individu va souffrir parce qu'on lui a enlevé quelque chose dont il est addict. Addict, vraiment, بمعنى الكلمة. حيدتها ليه par force. Voilà. Syndrome de sévrage. Sévrage, sévrage, c'est un mot français où on coupe quelque chose. Donc le syndrome de sévrage, c'est lorsqu'on coupe brutalement son addiction. Donc ça lui donne l'insomnie, l'anxiété, tremblement. Et c'est ce qu'on peut trouver dans le cas de la pharmacodépendance. C'est l'addiction aux médicaments. Donc هذه داخله في سميتو ديك phénomène de rebond. Elle peut être due elle peut être due à la pharmacorésistance, donc pharmacorésistance, ou bien la tolérance. Et puisque l'individu il devient tolérant aux médicaments, nous on doit augmenter la dose parce qu'on doit quand même traiter la maladie. Mais lorsqu'on augmente la dose, on augmente le risque de l'addiction. فهمتي؟ لا دابا هو قال لك الا كان اديك زعما كيفاش مشات صافي كمل. Donc comme on a dit, on va augmenter les doses des médicaments parce qu'on a besoin de l'effet thérapeutique. On ne peut pas abandonner. Et il faut faire très attention, surtout lorsqu'on manipule les médicaments psychotropes du système nerveux. Ils sont ceux les plus faciles dont les individus peuvent développer une addiction. Donc ça nous fait le syndrome de sévrage lorsqu'ils arrêtent le traitement. Et c'est pour cela, dans ce cas, on fait un arrêt progressif. On diminue la dose progressivement. Ce n'est pas immédiatement. C'est bon? Voilà. Ensuite, l'autre exemple, les benzodiazépines. Ce sont des anxiolytiques. Voilà, Yassine. Oui. قال لك محمد بلاتي. يلا كنستوعب داكشي اللي قلت. دابا قلتي فينومين دو سيفراج خونا اغيطا داكشي يعني اغيطا الميديكامون. زيد. غيبداو دوك لي زيفي الاخرين حيت هو اصلا كان parce qu'il a été quoi? اغيطا داك لا parce qu'il a été comment face aux médicaments. Alors خاصك تعرف هاد الميديكامون
راه بحال المخدر. C'est de la drogue. C'est de la drogue. Les médicaments psychotropes, ce sont des drogues. Ça peut être des hallucinogènes, mais c'est hallucinogène, mais quand même, ça donne un état similaire aux drogues. فهمت Mohamed? Donc lorsqu'on donne des petites doses, ce n'est pas grave, mais lorsque la dose est élevée, c'est très grave. Parce que l'individu, il peut devenir addict à ce médicament, comme s'il était addict à la drogue. Dans ce cas, faut faire attention avec ces traitements. Pour éviter le syndrome de sévrage, lorsqu'on a terminé le traitement, on va lui diminuer progressivement. On ne va pas l'enlever brutalement. Donc voilà, pour répéter, on a un individu qui avait un syndrome, qui a beaucoup d'anxiété. Donc on va lui donner un anxiolytique. Un anxiolytique. C'est un médicament qui va aller relaxer le cerveau, pour faire bref. Le premier jour, on lui a donné 10 mg, supposons. Cette 10 mg est efficace. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, ce n'est plus efficace. On doit augmenter la dose parce qu'on doit traiter immédiatement la maladie. 15 mg, c'est efficace. Et après un certain nombre de jours, ce n'est plus efficace. On doit encore une fois augmenter la dose. 20 mg, là, on commence le risque d'addiction, pharmacodépendance. Donc dans ce cas, on continue notre traitement, 20 mg, 20 mg, 20 mg, et lorsque ça y est, on a terminé notre traitement, on ne va pas enlever immédiatement le médicament. On va revenir 15 mg pendant 5 jours, 10 mg pendant 5 jours, et ensuite arrêter le traitement. C'est une stratégie meilleure pour faire face aux médicaments qui induisent cette pharmacodépendance. فهمت يا محمد دابا من الاول حتى الاخر؟ فهمت ناضي صح. Très bien. L'exemple, voilà, l'autre exemple, c'est les bêta-adrénergiques. Donc je ne vais pas vraiment lire tout ça parce qu'on a déjà tout vu. Les récepteurs adrénergiques, bêta-2 stimulants, les conséquences de chaque médicament. Vous pouvez lire ça seul chez vous si vous voulez. Mais à peu près c'est le même principe. Bêta-bloquant, ça inhibe le système sympathique. Bêta-mimétique, ça stimule le système sympathique. Et vous raisonnez. Vous aviez déjà tout vu. Vous aviez vu le système sympathique, les effets. Exemple des corticoïdes qui se fixent et induisent la transcription de l'ADN, etc. Les AINS, les anti-inflammatoires, voilà. Et les AIS, désolé, les corticoïdes, c'est un anti-inflammatoire stéroïdien. Donc ça induit l'inhibition de la synthèse d'interleukines, des cytokines. Ça induit aussi l'immunosuppression. C'est un effet pro-apoptotique, donc les cellules elles commencent à mourir. Donc voilà, ce sont les propriétés des corticoïdes par exemple. Donc la pharmacodynamie. L'exemple de l'insuline. L'insuline, vous vous rappelez très bien, ça induit soit la voie voilà, PKB, etc. ATK. Et l'autre voie ATK بالفرنسي وقع AKT comme بالانجلي المهم. Donc voilà, on étudie la pharmacodynamique du moment à la fixation récepteur et la cascade induite. Les diurétiques, vous vous rappelez, on a déjà vu, etc. Donc voilà, les GABA. Oui. نعم. هادشي كيساعد. علاش؟ واش حسنا غنحفظ انا. Bon, صبر نكمل l'enregistrement. Donc voilà, on a terminé la pharmacodynamie. Bien sûr, juste un instant. Pour faire complémentaire au cours, on va pas voir rapidement ce dernier cours de la réceptologie. C'est juste le même phénomène de la régulation des récepteurs. Comme on a dit, la régulation de récepteurs, soit il y a une upregulation, ça veut dire une sensibilité accrue, elle va augmenter la sensibilité à la molécule endogène, ou bien un phénomène de résistance, de tolérance, la down-regulation. Donc la sensibilité, c'est lorsqu'un ligand se fixe sur un récepteur de façon chronique, et elle entraîne des changements, soit un changement de conformation, ou bien une diminution, ou bien une variation du nombre de récepteurs. Donc lorsqu'on varie le nombre de récepteurs, on peut soit avoir la résistance ou bien la sensibilité, l'hyposensibilité ou bien l'hypersensibilité. Donc c'est bon, vous avez compris maintenant un peu cette notion de réceptologie. كيفاش الليغون غادي تفيك بزاف على الريسبتور غادي يشونجي كونفورماسيون ديالو لا فورم ديالو زعما ولا شنو؟ La cellule qui est inactive, est-ce que tu penses qu'elle aura la même structure qu'une cellule active? بحال لي زيمينوغلوبولين عقلتي عليهم. Les immunoglobulines. مالهم les immunoglobulines؟ كيتقلبوا كيتبدل لهم كونفورمونطاس.
Bon, on va juste voir. Mohamed, une cellule qui est inactive, est-ce qu'elle est similaire à une cellule active? فهمت. Donc voilà, si un antagoniste se fixe pendant longtemps, la cellule elle va changer. C'est bon? داكشي غطرى على une diminution augmentation de la Ainsi qu'un changement de conformation c'est possible parce que la cellule est inactive. Elle ne, par exemple ne synthétise pas ses organites ou autres. Donc non seulement les récepteurs varient, elles augmentent, mais la cellule elle change parce qu'elle n'est pas active. Donc on parle soit de upregulation ou bien downregulation. Donc upregulation c'est une augmentation des récepteurs, donc une sensibilité augmentée, et la downregulation c'est l'inverse. C'est la cellule elle diminue ses récepteurs, donc elle devient plus résistante à la molécule endogène. Donc l'hyposensibilité, la downregulation, donc on a une résistance. Donc l'hyposensibilité, on se base surtout pour traiter les allergies. Si vous vous rappelez, pendant un instant, professeur Fellah, notre professeur d'immunologie, nous a dit que le traitement des allergies, on injectait des doses microscopiques et on augmentait progressivement. Donc on faisait cette réaction. Donc on donnait au début une quantité X d'allergènes que le corps humain ne faisait aucune réaction. Une fois, deuxième fois, 3 fois, 4 fois, et ensuite il devenait de plus en plus résistant à cet allergène. Donc l'ihtikak avec une molécule quelconque, elle va induire la résistance, la downregulation. Et c'est pour cela, dans le cadre de la pharmacologie, pour avoir le même effet, on doit augmenter la dose nécessaire. Vous vous rappelez? Les benzodiazépines, ce qui pouvait donner un risque d'effet indésirable, notamment la pharmacodépendance. C'est bon? Et dans le cas inverse, nous avons l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est l'inverse. Donc la cellule, elle devient plus sensible, elle a plus de récepteurs. Donc le moment, imagine avec moi, on donnait un antagoniste du système nerveux pour relâcher l'individu. Un antagoniste pour relâcher. Ça veut dire que les récepteurs de l'adrénaline, par exemple, ils augmentent. N'est-ce pas? Au fur et à mesure. La upregulation. Parce qu'on lui donnait des antagonistes pendant une longue durée. Mais, le moment où on arrête cet antagoniste, les récepteurs, ils sont plusieurs. Et dans ce cas, nous aurons une irritation nerveuse. Parce qu'il sera tellement stimulé. Donc là, c'est le phénomène d'hypersensibilité. Le moment où on interrompt un antagoniste, on aura un effet physiologique amplifié, qui peut être nocif même. Regardez ici cet individu qui souffre, parce qu'on lui donnait un antagoniste du système nerveux pour le relâcher, mais le moment où on arrête, il va avoir une migraine, en quelque sorte, parce que le système nerveux est très stimulé. C'est bon? ياسك تنشوف علاش هذيك سميتو اللي في ليبوسنسيبيليتي فهمتي دابا هنا كتجي مثلا في كذا لاليرجي ديميسيون دو نومبر ريسبتور ديميسيون سونسيبيليتي ديال الريسبتور كنقص دونك لك كوريسبون فينومين ديال التوليرونس باش توليري هذيك لاليرجي مثلا Oui. Pour tolérer n'importe quoi. Juste pour te donner l'exemple. Pour te donner l'exemple. Voilà. مثلا كنت على لاليرجي كوم اكزومبل موراش كدير ديك اوغمونطاسيون دي دوز نيسيسير بور ان مانتين دو ليفيكاسيتي دونك غتطلع لي دوز Pour ديالك avoir le même effet. على قبل Si on maintient le même effet, si on maintient la même dose, on n'aura plus le même effet. Parce qu'on a moins de récepteurs. فهمتي؟ راه هو l'exemple اللي كنت قبيله. عندك 10 ملغ وعندك 10 récepteurs. ولاو عندك 9 récepteurs. Est-ce qu'on aura le même effet pour la même dose? لا Non. Donc pour avoir le même effet, tu dois augmenter la dose. Ce n'est pas juste on veut. On doit. C'est obligé. Ça augmente le risque de la pharmacodépendance, surtout des médicaments qui agissent sur le système nerveux. صافي C'est la pharmacodépendance, il y a l'addiction. Mais la résistance, c'est le phénomène normal qui explique l'addiction. Parce qu'il devient résistant à la molécule. C'est bon? Très bien. Donc voilà. Comme on a dit, il faut comprendre cette réceptologie afin d'être capable d'avoir une bonne stratégie devant les traitements. Parce que bien sûr, lorsqu'on donne un traitement pendant une longue durée, il faut faire très attention de ce phénomène. Parce que ça peut interagir avec notre thérapeutique et ça peut faire varier. Ça peut la rendre un échec thérapeutique même, si nous ne sommes pas bien préparés. C'est pour cela qu'il faut être prêt à vraiment faire suivre le suivi de ces notions
afin d'être capable de la dépister et agir correctement. C'est bon? Vous avez compris d'abord la pharmacodynamie en quelque sorte et la réceptologie? هذه نفس اللي قلتي